Le titre de mon intervention m'est venu en écoutant une chanson de J.P. Nataf, dans laquelle il dit cette phrase: « Jusqu'à mon arrivée, moi, plein de nouilles, plein de moi, plein de bons sentiments mous, résolus, un plan de paix dans mon œil blanc, une révolution fleurie à la bouche. » Ce sont les mots « plein de moi » en particulier qui ont retenu mon attention et qui ont donné naissance à empêtrer de moi-même. Pensé dans un premier temps avec un accent circonflexe, comme il se doit, mais le versant narcissique comme approche de l'amour m'a paru intéressant et le moi-même, tel qu'il apparaît dans le titre, m'a semblé bienvenu. Je commencerai par vous présenter et commenter 3 schémas, puis j'illustrerai avec 2 situations cliniques. C'est à la fin de la 31e des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, publiées en 1932, que Sigmund Freud expose ce schéma de l'appareil psychique, qui reprend et complète son schéma de 1923, utilisé dans son texte « Le moi et le sein ». Notons que le surmoi et le moi inconscient qui apparaissent là ne sont pas présents dans le schéma de 1923. Après avoir introduit humblement un dessin sans prétention, selon ses propres termes, il nous dit: « Il est assurément difficile de dire aujourd'hui dans quelle mesure ce dessin est exact. En un point, il ne l'est assurément pas. L'espace qu'occupe le ça inconscient devrait être incomparablement plus grand que celui du moi ou du préconscient. Je vous prie de rectifier en pensée. » Il ajoute un peu plus loin: « Ne jugez pas trop durement un premier essai pour rendre sensible le psychique si difficilement saisissable. » Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au moi. Et vous voyez que dans ce schéma, il occupe la place centrale. Mais ses contours ne sont pas clairs du tout. Nous savons qu'il est composé de différentes parties en lien avec le système perception-conscience, qu'il a une partie préconsciente et une partie inconsciente. C'est pour essayer de rendre cliniquement et théoriquement plus opérant ce schéma que Fernando de Amorim l'a modifié il y a plus de 20 ans, et que nous continuons au RPH de le questionner et de le modifier. C'est comme cela que nous espérons faire science. Je reprends ici un schéma déjà utilisé. Le moi est ici représenté par ce cercle, avec ses différentes parties, qui sont comme agglomérées. En orange, la partie inconsciente du moi. En gris, la partie préconsciente. Vous voyez que le surmoi a été prolongé et qu'il traverse ici. C'est ainsi qu'est représenté en rouge la résistance du surmoi dont on a parlé ce matin. Les apports lacaniens sont représentés ici par la flèche A', qui indique la relation imaginaire support du transfert psychothérapeutique, par la position de semblant d'objet petit a ici, qui désigne la position qu'occupe le supposé psychanalyste afin de favoriser et nourrir la position transférentielle propre à la psychanalyse telle qu'elle apparaît dans la cartographie. A barré, grand A barré et grand A barré prime représente le grand autre barré, c'est-à-dire soumis à la castration symbolique, donc manquant. Nous allons les retrouver dans le schéma suivant. Vous voyez clairement ici la façon dont, comme cela a été dit tout au long de la journée, nous nous inscrivons dans une lignée freudo-lacanienne. Pour illustrer comment est constitué le moi et ses différentes parties, je ne peux que vous inviter à lire le livre de Nathalie Sarraute intitulé « Tu ne t'aimes pas », où elle imagine et déploie le dialogue intérieur d'un personnage qui s'est entendu dire lors d'une soirée amicale « Tu ne t'aimes pas ». Il s'interroge tout au long du texte sur le sens de cette phrase et sur son corollaire, la question « Comment est-ce quelqu'un qui s'aime ?» La forme choisie par l'auteur rend perceptible et vivant un dialogue entre les différentes parties du moi qui s'interpellent et se répondent. Nous allons maintenant regarder de plus près ce qui se passe au niveau du moi. Comme dans le schéma précédent, nous retrouvons
la résistance du surmoi, en rouge, indiqué ici, la relation A à prime, A, petit a, petit a prime, le grand A barré prime. J'ai ajouté A1, A2 et A3 pour indiquer plus clairement différentes parties du moi. Les pointillés ici marquent la séparation entre le champ intrapsychique, ici, et le champ interpsychique. La zone A est entourée de violet pour indiquer l'aliénation du moi. Autrement dit, la façon dont il ignore les autres parties qui le composent, la façon qu'il a d'être étranger à lui-même. Ce schéma tente d'illustrer la dynamique d'une cure et les effets produits par les séances. Dans un premier temps, le moi est pris dans la relation imaginaire, A, A'. Il tente sans cesse de nourrir cette relation imaginaire avec le clinicien. C'est ce qui est indiqué par la flèche noire. Cette relation imaginaire peut aussi bien être sur le versant agressif que sur celui de la séduction. Comme nous l'avons vu dans le schéma précédent, c'est en faisant un pas de côté et en évitant d'être pris dans cette relation imaginaire que le clinicien peut permettre l'apparition d'une parole autre. L'acte du psychanalyste est représenté par la flèche bleue, ici. J'ai indiqué en légende, là, intervention du psychanalyste visant la mobilisation dans le champ intrapsychique. J'ai choisi intervention parce que ce n'est pas toujours une parole prononcée par le clinicien. La façon dont il va se tenir, ouvrir la porte, inviter à entrer, serrer ou non la main, la façon de lever la séance, mais également la manière de proposer des séances supplémentaires, technique de l'écarteur, les rectifications subjectives, la technique de la nomination, la manière de répondre ou non à la demande, aller aux toilettes, rendre la monnaie, payer les séances manquées, constitue toute une palette d'actions qui vise à mettre en mouvement l'appareil psychique figé dans son aliénation imaginaire. C'est ce que représentent entre autres les flèches oranges qui circulent là entre les différentes parties du moi. Ces différentes interventions visent également à diminuer la résistance du surmoi qui fait barrage et empêche la circulation, le mouvement entre les différentes instances. C'est seulement lorsque la résistance du surmoi est amoindrie que les représentations vont pouvoir circuler. Cela s'appuie avant tout sur le transfert et le respect de la règle fondamentale, de l'association libre. C'est ce qui va permettre de frayer cette autre voie que vous avez ici en vert, représentée par la flèche verte, qui passant par le grand autre barré, manquant, et repassant par le moi, permet l'expression d'un désir qui porte l'être et le pousse à devenir sujet. Question du désir, comme disait Élodie dans son intervention, en citant Lacan, le désir échappe à la synthèse du moi. Il faut bien se représenter la durée nécessaire à ce processus. Il n'y a qu'une seule flèche bleue, mais il faut imaginer que c'est à la longue, séance après séance, grâce à un travail patient, que l'appareil psychique va s'assouplir. Avant d'essayer d'illustrer cliniquement ce que nous avons vu dans ce schéma, je citerai un poète qui dit comme toujours l'essentiel en quelques mots. Il s'agit de Christian Bobin dans son texte Mozart et la pluie. Ce que nous appelons moi est un costume d'arlequin composé d'histoires rapportées, d'étoffes empruntées. C'est un vêtement pauvre, mal cousu. Parfois il se déchire et va dans la folie. Et quand il tient, c'est toujours par miracle. Nous ne sommes soudain faits d'une seule pièce que par la chance d'une voix qui nous appelle en nous aimant. Nommé d'amour fait venir l'unique au monde.